Bonsoir et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis sur ces antennes pour échanger avec vous tout ce qui relève du mystère de la vie, tout ce qui relève de la métaphysique. Au programme ce soir, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez également la réflexion et aussi la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Professeur Herman Yaglipotre, bonsoir. Bonsoir Georgette Mboumi. Comment vous allez? Très bien, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la première partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Maladies occultes et l'hypertension. Il y a des maladies qui ont des symptômes cachés, non détectables. Du coup, certaines personnes les considèrent comme ne concernant pas la médecine dite moderne, bien qu'elle soit une quelconque affection, un cancer par exemple. Très souvent, ces gens-là, les taxaient d'occultes. En principe, on peut distinguer deux types de maladies, celles qui sont classiques et celles du domaine occulte. Sauf qu'en règle générale, toutes les maladies sont d'abord d'origine psychique. Car il faut noter que les maladies classiques, bien qu'elles concernent des troubles fonctionnels, métaboliques, leurs causes sont de facteurs multiples. Elles peuvent être héréditaires, congénitaux. Ici, il y a à mettre la lumière sur la génétique qui reste une donne occulte très troublante dans les études biologiques. Des dysfonctionnements métaboliques, fonctionnels et autres, sont plus ou moins classiques, surtout lorsque le mode de vie de la personne malade en est la cause. La façon de manger de cette personne, et ses choix de nourriture en alimentation artificielle, usinée, peuvent en être un facteur nuisible important. Cette catégorie de personnes n'est pas intéressée par des nutriments issus de la végétation, du sol, produits par notre mère, la terre. Bien plus, s'agissant du concept symptomatologique, un grand nombre de nos maladies peut être qualifié de « maladies modernes », comme pour dire qu'elles sont causées directement par la médecine moderne elle-même, car les mêmes causes provoquant les mêmes effets. Il suffit d'être attentif pour percevoir ceci sur les effets indésirables d'un grand nombre de médicaments tels que relevés sur leur notice. Chez certaines personnes, c'est ces effets indésirables qui se transforment en pathologie, maladie, purement et simplement. La plupart des médicaments concernant des troubles cardiovasculaires, l'hypertension par exemple, en est une bonne étude de cas. Avec un médicament comme l'Odride 2 mg, gélule Trandolapril, des patients sont censés être dans une situation de maux de tête, hypotension, fatigue, infection des voies respiratoires hautes, palpitations, nausées, diarrhée, constipation, douleurs gastro-intestinales, troubles gastro-intestinaux, inflammation / encombrement des voies respiratoires supérieures, éruption cutanée, démangeaison, douleurs du dos, spasmes musculaires, douleurs des mains ou des pieds, insomnie, diminution de la libido, impuissance. D'aucuns doivent s'attendre à des vertiges, bouffées de chaleur, infections urinaires, inflammation des bronches, bronchite, inflammation de la gorge, pharyngite, allergie, perte d'appétit, augmentation de l'appétit, excès de lipides, graisse, dans le sang, hyperlipidémie, excès de cholestérol dans le sang, hypercholestérolémie. Sans oublier ceux qui ne peuvent redouter d'une situation de diabète ou de la goutte, avec cet excès de sucre dans le sang, hyperglycémie, excès d'acide urique dans le sang / goutte, baisse de sodium dans le sang, anomalie au niveau des enzymes. À cette liste, on ne saurait omettre des troubles psychiatriques, hallucinations, dépression, troubles du sommeil, anxiété, agitation, indifférence, apathie. Les AVC, voire l'attaque cérébrale, accident vasculaire cérébral, syncope, contraction musculaire rapide et involontaire, myoclonie, fourmillement, paresthésie, migraine avec ou sans aura, troubles du goût, bourdonnement d'oreilles, acouphènes.
crise cardiaque, infarctus du myocarde, apport insuffisant de sang au cœur, ischémie myocardique, angine de poitrine, insuffisance cardiaque, modification du rythme cardiaque, ralentissement ou accélération, augmentation de la tension artérielle, hypertension, maladie des vaisseaux sanguins, angiopathie. Inflammation du foie, hépatite, douleur des articulations, douleur des os, inflammation des articulations, ostéoarthrite, insuffisance rénale, augmentation de la fréquence et de la quantité d'urine émise, azote dans le sang. Sans omettre de relever que, toujours avec le même médicament, on peut se retrouver dans une situation du dysfonctionnement du système immunitaire avec la chute importante du nombre de certains globules blancs, diminution de tous les éléments du sang, globules rouges, globules blancs et plaquettes, diminution du nombre de plaquettes, éléments du sang importants dans la coagulation sanguine, etc. Mais à côté de ces maladies causées par certains médicaments, au cas où cela est prouvé, qu'il y a des troubles fonctionnels qui ne sont pourtant pas pathologiques classiques, mais des troubles purement et simplement occultes. Résultat, c'est le fait de n'avoir pas une bonne connaissance des lois de la nature, on vit à tâtons, et qui arrive. Pour sortir de cette situation, il faut une initiation à la vie saine. Tout doit commencer par la recherche de comment faire pour parvenir à une guérison divine initiatique. De retour sur ce plateau, ce soir nous parlons des maladies occultes et l'hypertension. Professeur Herman Neglipot, pourquoi les réactions diffèrent d'un organisme à un autre? Concernant les réactions, ça diffère parce que certaines personnes, quand ils prennent, vous avez cité un cas dans votre chronique, d'autres ressentent ces effets et d'autres pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais commencer d'abord par m'excuser pour des personnes qui sont concernées directement par les problèmes médicaux concernant l'hypertension, surtout les praticiens dans le domaine de la médecine et les praticiens de la médecine officielle. Lorsque nous parlons de maladies occultes, c'est une manière de relever un pan de choses que les gens qui pratiquent dans le domaine de la santé, particulièrement en médecine, ne s'en occupent pas. Alors c'est comme pour dire que peut-être le corps humain n'est que physique. Pourtant, s'il n'était que physique, c'est que toutes les réparations possibles seraient facile, c'est-à-dire une voiture qu'on a abandonnée des années, qui ne marche pas, peut à tout moment recommencer à fonctionner normalement pour le peu que les mécaniciens trouvent les bonnes pièces et tout. Mais l'être humain qui est mort, il est mort. Il n'y a plus rien qu'on attend de lui. Alors donc dans cette émission de Monde Inconnu, nous essayons d'aborder des domaines inconnus, même du point de vue scientifique. Parce qu'il faut que les gens comprennent, on n'est pas là pour donner des leçons ou bien pour faire comme si on avait la maîtrise de tout. Mais sauf que quand on se met dans un dossier comme celui de l'hypertension ce soir, en rapport avec l'occulte, c'est qu'on essaie d'expliquer qu'il y a d'un côté la maladie, l'hypertension, c'est une maladie de la peur, c'est une maladie d'un état d'esprit, parce qu'on peut développer une hypertension, on a toujours donné des exemples ici, de ce qui serait peut-être une déception sentimentale, de ce qui serait de la mort de quelqu'un de cher, d'une maman ou bien d'un papa, de quelqu'un sur qui on comptait. Le domaine psychologique, professeur? Alors oui, donc on a beaucoup plus la maladie du domaine de la peur dans la vie. Oui. L'hypertension, c'est une maladie qui a un rapport c'est-à-dire on a peur de vivre, on a peur de vivre une situation, on a peur de connaître l'échec, on a peur. Bon, cette peur peut entraîner un mécanisme qui va jusqu'à ce que, quand on est en phase avec un diagnostic médical mené de main de maître, donc par un médecin assermenté, qu'on se retrouve devant une situation d'hypertension
que peut-être on n'a même pas. Il suffit seulement de relever la peur. C'est pourquoi une fois ici, si tu me le permets, on expliquait un peu ce qui se passe lorsque vous pouvez avoir une relation sentimentale. Vous êtes une femme, vous êtes un homme. Bon, vous vivez dans une autre ville parce que c'est là-bas que vous travaillez. Le monsieur avec qui vous êtes ne travaille pas, restez dans une certaine ville et tous les week-ends, vous venez rester avec lui. Alors, s'il arrive que un week-end, d'habitude, il vient vous attendre, il vient vous prendre à l'agence, ou bien, c'est pas moi, à la gare, avec le véhicule qui est utilisé dans une ville. Par exemple, la personne est à Yaoundé et vous restez à Douala ou l'inverse. Vous travaillez à Yaoundé, vous êtes la femme. Vous venez à Douala tous les week-ends pour rester avec votre mari, et qu'un week-end, la personne, du moins votre époux, ne vient pas vers vous, ne vient pas vous accueillir, ne vient pas vous prendre comme d'habitude en voiture. Alors ça va se poser, d'abord les problèmes vont commencer dans votre tête, parce qu'en quittant Yaoundé, vous étiez supposé s'accorder sur l'heure d'arrivée. Bon, maintenant, vous arrivez à la maison, vous constatez qu'il n'y a pas de lumière. Vous ouvrez la maison, tout est balayé. Il n'y a aucun meuble, il n'y a rien, tout est débarrassé. À terre, il y a une lettre qui est déposée, un papier, et sur ce papier, vous lisez un message tel que je suis parti avec une autre personne, Mademoiselle X que tu me soupçonnais, et vraiment c'est regrettable que je suis arrivé jusque-là, mais tu sais bien que je ne t'aimais pas et que je n'avais que ça pour me soulager parce que j'étais comme en prison. Alors, refais ta vie, oublie-moi, ne te fais pas mal, hein, tu es une personne très gentille, tu m'as bien encadré durant tout le temps que nous étions ensemble, et puis nous ne sommes plus au Cameroun, ce n'est pas la peine de me chercher. Voilà. Alors, venu de Yaoundé avec sa copine, cette dame va s'écrouler. La copine sera là pour l'assister, l'amener à l'hôpital. Parce que l'issue, la seule là maintenant, c'est d'aller vers un médecin. Alors qu'elle n'est pas malade. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, on va prendre des paramètres, la tension et tout, et on va préparer une perfusion. La préparation de cette perfusion, c'est quoi? C'est pour résoudre quel problème, c'est quelle maladie. Mais l'appareil, le tensiomètre, a signalé que la tension est élevée. Il faut la baisser. Alors maintenant, la tension, là, nous sommes en situation d'une hypertension par choc, hein, psychologique, pour ne pas dire un problème sentimental. Pendant qu'on est en train de préparer la pose d'une perfusion, le monsieur entre directement, la dame est couchée, les yeux fermés, elle est inconsciente, mais quelqu'un la touche à la joue, quelqu'un lui parle. Le son de la personne, c'est le son de sa personne. Elle ouvre les yeux, elle voit que, mais attends, le mec qui disait qu'il a voyagé, qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou quoi? Alors finalement, elle va s'asseoir. Finalement, ils vont rentrer sans aucun traitement, sans avoir reçu aucun traitement. Alors finalement, y a-t-il eu l'hypertension ou pas? Elle a été donc malade de quoi? Donc il y a des situations pareilles. C'est pourquoi nous avons collé l'occulte à l'hypertension dans cette chronique. De un. De deux, nous avons relevé les effets indésirables des médicaments qui auraient dû être administrés à cette dame, peut-être à vie. Parce que ces effets indésirables, lorsqu'on lit la notice, on dit souvent que c'est irréversible. C'est-à-dire, dès que tu arrêtes le traitement, ces effets-là n'ont plus d'effet sur soi.
Alors, la longue liste des effets indésirables du produit, que je ne reprends pas le nom, simplement pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour dénigrer un produit ou quoi. Presque tous ces produits, c'est pareil. Alors, cette longue liste concernerait une personne sur 10, une personne sur 1000, mais concernerait quand même des êtres humains. Et si le problème de irréversibilité se poserait dans le sens que on peut arrêter le traitement, c'est bon. Parce que quand on dit c'est irréversible, ça veut dire que lorsqu'on arrête le traitement, ces effets-là partent. Alors, que dirait-on de ce monsieur qui n'est plus viril, qui a dans son lit une veuve alors que lui-même il est encore vivant? Que dirait-on de cette dame qui a perdu le libido, qui ne veut plus rien du tout avec un homme et qui, par le biais de la médication, va perdre le mariage parce qu'il n'y aura plus l'harmonie, chacun sera dans sa chambre. Oui. Bon, alors nous sommes en émission éthique. Nous parlons de la vie sociale, nous parlons aux gens dans leurs problèmes qui sont en rapport avec l'occulte. L'occulte veut donc qu'on sache que il ne faut pas ne pas vouloir comprendre le pourquoi des choses et incriminer son vis-à-vis. Il suffit de prendre le médicament, les notices des médicaments et les lire. En les lisant minutieusement, surtout, il y a des rubriques qu'il ne faut pas ne pas lire, même si vous refusez de lire, ou bien les écritures sont tellement minuscules, vous allez sur Google, vous reprenez la même notice, vous l'imprimez, vous lisez l'indication comme vous le faites souvent. Après avoir lu l'indication, vous lisez la deuxième rubrique, parce qu'il y a 6 rubriques à chaque fois. La deuxième rubrique vous met en garde de ne pas prendre le produit si vous êtes hypersensible. Et l'hypersensibilité, on revoit ça sur les composants du produit à la rubrique 6. Alors, lorsqu'on a fini de voir si les composants de ces produits, vous êtes, c'est-à-dire votre organisme peut les supporter, parce que vous les avez minutieusement étudiés, et étudier avec le concours de votre médecin, c'est-à-dire retourner vers le médecin, échanger avec lui pour essayer de voir si lui, en vous prescrivant ce produit, il a bien compris votre problème, parce qu'il y a les contre-indications et tout que vous avez relevé de la lecture de la notice. Alors, vous allez donc remonter au niveau des effets indésirables. Si les effets indésirables sont en quantité industrielle, bon, sachez que vous risquez de ne pas échapper un ou plusieurs de ces effets indésirables. Alors maintenant, ça va se passer comme lorsque moi j'étais tout petit, lorsque je prenais la quinine, j'avais des allergies. Ces allergies allaient à plus de 8 jours, alors que la fièvre avait baissé instantanément. Au point où à un moment donné, je me suis dit, mais attends, que de mourir de ces allergies, des effets indésirables de ce médicament, il vaut mieux que je meure de la fièvre, je n'en prends plus. Bon, donc c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver des solutions à ces problèmes. Parce que ces solutions que vous pouvez trouver là n'ont pas l'impact seulement physique, ont aussi l'impact métaphysique. Parce que là, un peu, on a parlé de l'hérédité, de la congénitalité. Tout cela nécessite à ce que nous prenions en charge, parce que notre mission a pour but de faire en sorte que ceux qui nous suivent puissent être capables de se prendre en charge. Voilà. D'accord, mais professeur Herman Negri-Porte, là, on parle ce soir des conséquences, également des effets indésirables de certains médicaments. D'accord. Est-ce qu'on est obligé même déjà de prendre des médicaments? Est-ce que l'Afrique peut se développer sans l'aide de l'extérieur? Bon, alors là, il y a un double volet dans votre question. On est obligé de prendre les médicaments lorsqu'on ne sait rien d'autre, lorsqu'on ne sait pas quoi faire. On est obligé de prendre les médicaments parce que en médecine officielle, il y a ce qu'on appelle l'urgence.
il n'y a pas meilleure médecine en matière d'urgence à dépasser cette médecine-là. Il y a tout seigneur, tout honneur. Mais du point de vue initiatique, métaphysique et tout, on n'est pas obligé de prendre des médicaments. Parce qu'il y a certaines maladies qui guérissent seules. Seules et seules et seules. J'entends par maladies qui guérissent seules, les maladies dont on est décidé que en prenant les anti-inflammatoires tout le temps, on n'a pas pu résoudre son problème et qu'on commence à constater qu'on est en phase avec des complications récurrentes et qu'un jour, on décide que on ne veut plus que cela perdure. Bon, alors, on va souffrir pendant un bon bout du temps parce que si on a un début de rhumatisme ou bien un rhumatisme un peu aigu, on a les difficultés de marcher, on a des difficultés de faire des mouvements, de travailler et tout. On est quasiment condamné à rester sur place, à rester au lit, à bouger juste pour se retrouver dans la salle de séjour et puis regarder la télé sur place. On n'est même pas capable d'aller chercher de l'eau sans qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le faire pour soi. On va se retrouver dans une situation où on sera obligé de boire le médicament. Mais si on peut étudier d'autres possibilités, à boire beaucoup de l'eau, à faire des exercices respiratoires, à manger certains aliments qui sont de nature à ne pas rester, à ne pas stagner dans le tube digestif et à bagarrer à ce que le côlon, donc le gros intestin, soit complètement libéré. Au bout d'un moment, les déchets étant sortis, étant évacués, au bout d'un moment, on va se retrouver avec un début on va commencer à constater que les douleurs baissent petit à petit. Donc, c'est comme si on menait une cure de détox. On peut donc faire des cures d'auto-détox, c'est-à-dire on se désintoxique. Et ça, c'est pas quelqu'un qui peut faire ça pour vous, parce que lorsque vous voyez un thérapeute, c'est pour qu'il gagne de l'argent. Qu'il soit un thérapeute de la médecine officielle, donc la médecine des hôpitaux, ou un thérapeute de médecine naturelle, ou bien de, je sais pas moi, de n'importe quelle branche de médecine, c'est la première chose, c'est de gagner de l'argent. Parce que la personne loue, la personne a le personnel à payer, la personne a des enfants, a la famille à nourrir. Alors, si vous avez le personnel, vous avez donc des familles que vous supportez, parce que autant de pères, de parents, de pères, de familles qui travaillent avec vous, autant de familles qui sont à votre charge. Donc, il faut les payer le salaire et tout. Alors, il est impossible que vous n'ayez pas envie de gagner de l'argent. Par contre, nous ne sommes pas en train de dire que fuyez les hôpitaux et tout, ou bien fuyez les thérapeutes de quelque bord que ce soit. Mais nous sommes quand même, on ne peut pas dire qu'on est dans une émission où nous pensons qu'il y a mieux d'accompagner les gens à s'auto-prendre en charge, et puis en même temps, on refuse, on se met dans la langue de bois. Non, on doit être tranchant. Bon, ce n'est pas une manière de se révolter, ou bien ce n'est pas une manière de, comment on peut dire, ce n'est pas une témérité, ce n'est pas une manière, non, c'est une manière de dire il y a un monde nouveau, et ce monde nouveau est au-dedans de nous. Si nous tenons compte de tout ce que nous avons comme capacité, du point de vue spirituel, nous pouvons nous diviniser, et quand on se divinise, on n'est plus à la solde des maladies. Voilà. D'accord. On va prendre la deuxième partie de la chronique, la médecine et l'art médical. Voilà. La médecine et l'art médical. Voilà. Pour le petit Larousse médical, la médecine est un ensemble de connaissances sur les maladies, les symptômes, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les traiter. Cette définition marque un fait.
celui d'une grande différence entre la santé et la médecine. Car, c'est bien dit, le moyen de traiter et non de guérir les malades. Une telle méthode ne permet pas aux malades de guérir au point de déboucher au bien-être. Si la santé est un état de bien-être global, la question serait de savoir comment serait-il normal que la médecine, bien qu'elle ne soit moderne, ait pour base de fonctionnement les techniques dont le seul but serait de ne s'attaquer qu'aux symptômes. Il y a lieu de reconnaître qu'il s'agit là d'une médecine qui n'est pas du domaine de la santé, bien qu'elle s'exige d'être seule comme dans un marché et propriétaire de tout ce qui concernerait la santé publique. Métaphysiquement, la médecine est un art qui relève d'un savoir naturel et occulte. Ici, le médecin est un artiste doté d'un pouvoir et des dons innés, d'une vocation. À cet exemple, Hippocrate, au-delà de sa formation médicale en Égypte, était un médecin aux dons innés, un artiste du point de vue médical. Il ne pratiquait pas de l'allopathie. Son mode de soin se relativisait aux 4 éléments créatifs en analogie aux 4 tempéraments humains. Bélier, avec pour maladie, fièvre, mal hépatite, jaunisse, folie, méningite, etc. Sanguin, avec pour maladie, hypertension, diabète, insuffisance rénale, manger sans cesse, asthme, etc. Lymphatique, avec pour maladie, gastrite, ulcère d'estomac, sclérose, anémie, abcès et autres maladies de la peau, etc. Mélancolique, avec pour maladie carie des os, névrose de toutes sortes, paralysie, catalepsie, épilepsie, etc. Ce qui veut dire que la médecine que pratiquait Hippocrate était adaptée à chaque individu et en même temps globale pour tous les êtres humains. À comparer ceci avec la médecine officielle, on a l'impression que le serment d'Hippocrate pose un problème d'interprétation au corps médical officiel. Seule la médecine pratiquée comme art est basée sur l'honneur, la morale et les autres aspects humanitaires. Malheureusement, une certaine médecine industrielle est fort rentable, mais bien que dépourvue de la morale et de l'honneur, a été quand même officialisée par les pouvoirs publics, les États. La question serait de savoir si le serment que prêtent les médecins de notre époque est-il d'Hippocrate ou d'Hypocrite. Car comme Jésus, Hippocrate était médecin, métaphysicien, naturothérapeute, l'un comme l'autre, ou tout comme beaucoup d'autres personnes de leur époque, pratiquaient de la médecine globale, voire la médecine suprême, et non une médecine symptomatique. Hippocrate fut cette personne qui vulgarisa la médecine suprême. Face aux nouvelles épidémies par exemple, il disait « Là où naît une nouvelle maladie, pousse une nouvelle plante ». Et aux malades, il conseillait la prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'alimentation. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou encore, faites de votre nourriture votre médecin, que votre médecin soit votre nourriture. Et au thérapeute, il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Ces conseils portaient sur le respect des lois de la nature. Ces lois sont bien gravées dans les annales de l'astrologie médicale qui intègre la science globale de la médecine grâce à la métaphysique. Car la métaphysique distingue 2 sortes de médecine, la scientifique ou médecine naturelle et la non scientifique, médecine allopathique ou symptomatique. Pour la médecine scientifique ou naturelle, il n'existe pas d'aspect discriminatoire du genre qu'on rencontre en médecine allopathique, mais elle est ouverte à d'autres médecines. Ceci étant, métaphysiquement et dans son ensemble, la médecine est classée en 3 degrés. 1. La médecine inférieure, purement symptomatique, qui cherche uniquement à supprimer les manifestations de la maladie par n'importe quel moyen pourvu qu'il soit provisoirement efficace. Cette médecine
a un sens parce qu'elle sait flatter les malades. En fait, c'est la plus répandue dans le monde, imposée par les États et gouvernements, parce qu'elle semble être facilement accessible et plus rentable. Et l'art médical. Pour le petit Larousse médical, la médecine. Retour sur le plateau du monde inconnu. Professeur Herman Yeglipot, quelle est l'origine des 4 éléments primordiaux? L'air, le feu, la terre et l'eau. Ces éléments sont, on peut dire, c'est une connivence du fonctionnement de l'univers. Ça n'a pas, on n'a pas à chercher ses origines quelque part. Nous respirons, nous ne savons pas d'où ça vient. Nous buvons de l'eau, on sait que la planète Terre, c'est la planète d'eau. Oui. Et le feu, on peut attribuer ça au soleil, dont nous sommes réchauffés tout le temps. Et tout cela fait partie de l'ensemble des éléments qui accompagnent toutes les créatures. Voilà. Mais professeur Herman Yeglipot, ça veut dire quoi? D'après la chronique, on comprend bien que avant le diagnostic se faisait au cas par cas. Les médicaments étaient prescrits au cas par cas. Mais aujourd'hui, on n'observe plus cela. Non, c'est que... Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est plus penché sur le côté matériel? Oui, le véritable problème aujourd'hui, c'est que la médecine répond aux préoccupations des Européens. Les préoccupations, c'est de faire peur c'est-à-dire, c'est un monde où la peur commence d'abord par eux. Alors, ils essayent de vaincre la peur. La peur, c'est être dans un continent qui n'a pas de ressources. Il faut aller chercher ces ressources ailleurs. Et les ressources qu'on cherche n'ont rien à voir avec le bien-être. Parce que si on prend certaines ressources pour des biens de santé, le réchauffage, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit qu'on utilise juste pour résoudre des problèmes d'ordre physique, mais beaucoup de ces ressources-là ne permettent pas à ce qu'il y ait une élévation spirituelle dans ces milieux. Alors donc, la santé est basée sur la peur de la maladie. Il faut faire peur avec la maladie. On a vu avec Covid. On est en train de préparer une autre situation qui va arriver d'ici 2 ans, où on est en train de créer encore un autre topo qui va aller dans le sens de replonger la planète tout entière dans la peur. Et cette peur-là entretient un certain nombre d'équilibres chez des personnes qui sont des tenteurs de pouvoir basés sur les rapports de force dans notre monde et qui sont en partie des lobbies financiers. Alors, maintenant, lorsque nous quittons la peur de ce côté-là, donc côté politique, nous entrons dans la peur du côté spirituel. On a la peur du diable qui empêche à ce qu'on ne réussisse pas aux examens à travers le sorcier ou la sorcière. On a la peur du diable qui fait en sorte que on n'a pas du travail malgré les diplômes. Bon. Et ça, il faut bagarrer contre cette peur, c'est-à-dire il faut qu'on maîtrise le diable et tout. Alors finalement, la dimension identitaire métaphysique que nous avons est banalisée. C'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de se retourner au-dedans de nous ou en nous pour cesser avec le doute, pour que par après cette peur-là disparaisse. Nous avons peur de mourir, pourtant nous voulons aller au paradis. Hein? Oui. Pourquoi ne pas mourir et aller au paradis
refuser de subir toutes les souffrances qu'on a, mais nous prions pour que nous puissions vivre. Alors ça veut donc dire que la vie, pour nous, devrait être considérée comme Dieu en nous et que nous devons faire à ce que ce Dieu-là s'accapare de nous d'une manière totale. Voilà. Mais professeur Herman Yeglipot, j'aimerais savoir vraiment quelle est l'origine de la maladie. Alors, la maladie, c'est juste un dysfonctionnement des cellules. Oui. Donc, le maladie, c'est-à-dire les cellules nous parlent, qui disent arrêtez de faire ce que vous faites là, c'est pas bon. D'accord. Bon, maintenant, si on peut aller dans le sens du maladie, la maladie, le mal a dit, et que nous parlons des cellules, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons que l'être humain est existant grâce aux existences qui sont en lui. Bon, les cellules, c'est en pléiade. En des milliards de cellules, nous sommes donc existants grâce aux existants qui sont en nous. Donc nous sommes tout un univers pour ce monde-là, ce petit monde. Alors maintenant, comment faire pour que nous ne nous mettons pas en déphasage avec le fonctionnement des cellules? Si on ne se met pas en déphasage avec le fonctionnement des cellules, si nous savons comment vivent les cellules, quels sont les besoins des cellules, c'est en ce temps-là que nous sommes épargnés de la maladie. Donc la notion de la maladie n'est pas une notion basée sur la contamination, basée sur la symptomatologie, c'est-à-dire dès que tu as la morve, la conjonctivite ou bien tu as les maux de tête, donc tu es malade. Et il faut absolument faire quelque chose pour que ça s'arrête. C'est pas ça. C'est quoi? Le but de ce que attendraient les cellules. Les cellules attendent à ce qu'on les écoute. Les cellules veulent que, quand vous avez les maux de tête, que vous sachiez que vous avez fait quelque chose qui fait à ce que cette manifestation-là se produise. Alors, à partir de la connaissance de la cause, le fait peut être maîtrisé. Mais si on ne sait pas la base de ce qui aurait provoqué les maux de tête, on va toujours soigner les maux de tête à vie. Comme souvent on parle le cas du diabète. Si on ne sait pas que c'est le dysfonctionnement du pancréas qui fait à ce qu'on soit décrété diabétique ou bien déclaré diabétique à vie, on boira toujours les médicaments du diabète jusqu'à la mort. Mais le jour qu'on va se rendre compte, par le biais, par soi-même, ou par le biais d'un médecin qui fait différemment, ou de quelqu'un qui fait dans la médecine holistique pour du vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs des titres, soit ils les ont eu grâce à certains diplômes. On a fait un stage peut-être en Chine ou je ne sais pas où. Alors on est revenu avec un papier, comme le noir aime bien les papiers. Et puis on s'installe en médecine holistique. Mais en réalité, la base c'est de vendre quelque chose, d'avoir de l'argent. On n'a pas voyagé pour rien quand même. On n'a pas chauffé les bancs pour rien. Il faut quand même qu'on reconnaisse que on a investi. D'accord. Bon, mais maintenant, celui qui a eu des diplômes et qui n'a pas eu du travail et qui pense avoir créé son travail par le biais du fait de faire des formations subsidiaires, se contente du fait que lui, il peut gagner sa vie maintenant en utilisant parfois la naïveté de certaines personnes, pour ne pas dire la chose est un peu de manière arrogante. Mais la maladie, en fait, c'est quelque chose qui nous concerne nous tous. L'air que nous respirons nous rend malades. Les choix de nos aliments nous rendent malades. Le fait de manquer la consommation suffisante de l'eau, ça nous rend malades.
le fait de refuser de faire des exercices, hein, Oui. de la gym et tout cela concourt à la maladie, hein, nous met en situation du désordre fonctionnel. C'est ce désordre fonctionnel-là qu'on appelle donc la maladie. Voilà. D'accord. Professeur, ça veut dire quoi? Un bon médecin doit être, entre guillemets, un bon sorcier alors? Parce qu'il doit pouvoir soigner le corps, soigner également l'esprit. Parce que si après on donne seulement les médicaments, qu'est-ce qu'on fait des cas difficiles, des cas d'envoûtement? Comment on soigne ces cas? Bon, moi je pense que la médecine, comme on venait de dire là, la médecine inférieure s'occupe de la symptomatologie. C'est-à-dire, tu as les maux de tête, il y a le paracétamol. Et le paracétamol n'est plus au cas par cas, c'est pour tout le monde. Voilà, les perfusions, c'est pour tout le monde. Maintenant, la médecine supérieure, c'est celle qui s'occupe de l'harmonisation de l'univers interne, c'est-à-dire de la vie des cellules. Oui. C'est comment harmoniser ça. Et au-delà, donc, il y a la médecine suprême. Oui. La médecine suprême, elle, est une médecine initiatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le thérapeute échange avec le patient dans le but de ne pas continuer à voir le patient venir vers lui tout le temps. Il doit en quelque sorte l'amener à comprendre ce qui l'a rendu malade dans une certaine forme de consultation, comme on peut dire l'étude du dossier médical. Ici, quand on entend ici par dossier médical, la déchéance chronologique de l'organisme et de l'enfance jusqu'à la date où on se retrouve devant ces thérapeutes. C'est-à-dire, on va d'étape en étape. Ces étapes, on les met en section de 7 ans. On peut dire de 1 an à 7 ans. Là, si on a encore les parents, on peut interroger les parents pour savoir les maladies basiques. Parce que si le rhume a été mal soigné, alors qu'on n'avait pas encore 5 ans, on peut se retrouver avec une tuberculose à partir de 12 ans ou à plus. Simplement parce que le rhume a été mal soigné. Donc il y a plein de maladies qui, parce que mal soignées dans l'enfance, on les atteint avec l'âge. D'où le cas de diabète type 2. Vous n'êtes pas né diabétique, vos parents n'étaient pas diabétiques, mais vous êtes diabétique à partir de 30, 35 ans, 40, 45 ans. Alors, il s'est passé des choses dans la médication, dans l'alimentation, dans le manque de ci, de ça, qu'il faut revoir. Et ça, il faut discuter avec le malade, pas à pas, et en observant aussi dans la consommation des boissons, des médicaments, des aliments, dans tous les choix de mode de vie qui l'accompagnent jusqu'à date, pour voir qu'est-ce qu'il y a à dégager qui serait à la base de la maladie actuelle. Donc, ça, on ne peut arriver à réussir, on ne réussit à aider quelqu'un que si on a cette logique. Et là, nous sommes en médecine suprême. Bon, parce que là, vous n'avez pas seulement la logique de voir le corps de manière globale, comme pour parler de la médecine holistique, mais de voir aussi le corps dans l'antériorité, c'est-à-dire l'antériorité chronologique, pour dire où on commence, comment on a marché, comment on a glissé, comment on se retrouve à terre là maintenant. Voilà. Mais professeur Herman Yenguipot, comme ça, j'ai envie de savoir, hein, lorsque vous consultez un malade, comment ça se passe? Vous lui posez toutes ces questions? Combien de temps ça vous prend? Alors, si je puisse dire que ça, disons, moi, je ne veux pas parler de moi, je peux dire que c'est une médecine initiatique. Alors, ça veut donc dire qu'on doit être patient. On doit se dire que consulter 3, 4, 5, 10 malades par jour, ce n'est pas évident. Il faut prendre du temps sur un malade, 2 heures du temps minimum, 4 heures du temps maximum. Parce que trop retenir aussi le malade,
ça peut l'amener à être fatigué. Et si là, je fais allusion à des personnes qui ont des maladies chroniques, plus précisément, parce que les maladies qui ne sont pas chroniques sont banalisées. Les gens ne viennent même pas se soigner, ils ne viennent même pas interroger les gens. Ils se débrouillent à à prendre se débrouillent vers l'option de l'automédication et de tout et de rien, pourvu qu'ils s'en sortent. Bon, maintenant, il y a des maladies aiguës, chroniques, qui atteignent un seuil où il faut absolument l'intervention des médecins. Donc, nous sommes là en urgence. Vous ne pouvez pas trimballer quelqu'un qui est en urgence à des questions qui vont lui prendre beaucoup de temps, sauf si c'est une situation d'un rejeté de l'hôpital. Parce que lorsque l'hôpital dit à quelqu'un « tu es condamné », la personne est à la merci de n'importe qui là maintenant. Parce que l'espoir n'est possible que si psychologiquement la personne est bien entretenue. Là, l'espoir revient. Là, cette personne peut écouter longtemps. Dans les échanges, peut vous écouter longtemps. Voilà. D'accord. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après. Je vais parler en tant que doyen. Les études médicales durent 12 ans. Ces 12 ans sont 12 ans de formatage et d'illusion. Il n'y a rien de scientifique, ni dans ce qu'ils apprennent, ni dans la prise de conscience de ce qu'est une démarche scientifique. Et en particulier l'obligation de vérifier ses sources, de critiquer les articles et documents publiés. Ça demande beaucoup de travail. Je ne dis pas qu'ils ne le feraient pas, mais ils pensent qu'ils n'ont pas à le faire parce qu'on les a formés dans l'illusion qu'ils détenaient une sorte de vérité permanente. Les voilà diplômés de médecine à l'âge de 30 ans et ils s'imaginent qu'avec le bagage qu'ils ont acquis, je le répète scientifiquement nul, ils pourront vivre professionnellement avec compétence jusqu'à 65 ans. Il se trouve que j'ai fait une autre analyse, je ne suis pas le seul, mais je parle de mon expérience. Je passe tous les jours 3 à 4 heures à lire des grandes revues médicales internationales, malheureusement en anglais, ce qui ne facilite pas les choses de nos médecins français qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la langue. J'ai parlé tout à l'heure de prescrire, c'est une garantie chez les médecins, parce que c'est la seule revue française de langue française de qualité, mais il est clair que s'ils lisaient un peu plus la littérature médicale qu'ils ne le font, mais ils le font pas mais c'est pas par paresse. Ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils sont... J'appelle un cardiologue à propos des statines un jour. Et il me dit son point de vue, je traite. Mais je dis, tu te bases sur quoi? Tu as lu les papiers qui concernent les statines? Il éclate de rire. Et il me dit, mais enfin, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Attends. Tout le monde est d'accord. Mais tu l'as entendu dire où? Mais dans le dernier congrès, j'ai rencontré plein d'amis, on a pris un pot ensemble, tout le monde était d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a, de la part des médecins, une illusion sur ce qu'ils savent. Une illusion. De retour sur le plateau du Monde Inconnu. Professeur Herman Yaglipot, un commentaire par rapport à cet élément? Pas de commentaire. L'élément là se commente parce que tout ce que nous venons de dire là, c'est... Philippe Even, c'est un doyen de médecine qui a roulé sa bosse, qui a travaillé aux États-Unis, qui a travaillé en France et qui pense qu'on pourrait faire mieux de s'occuper des malades que de faire prospérer la médication. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Alors, on va commencer par ce message qui n'est pas signé. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît.
Comment savoir que vous êtes hyper tendu? On ne peut le savoir qu'à l'aide de l'appareil qui est utilisé. Vous savez, tout ce que nous avons comme noms médicaux, les noms de maladies c'est une codification pour vendre les médicaments. Alors, on peut être hypertendu lorsque on lit les conseils donnés par l'OMS. Si on vous a pris la tension au cours de la journée 3 fois. Bon, mais là, je ne suis pas médecin pour bien expliquer certaines choses, parce que là, il ne faut pas que je quitte ma robe de métaphysicien pour me retrouver dans l'autre domaine. Mais certaines choses ne sont plus cachées aujourd'hui. Ce n'est pas toujours dans les temples universitaires qu'on les trouve, on les trouve aussi un peu partout. Mais à tout seigneur, tout honneur, l'hypertension, c'est médical. Ce n'est pas métaphysique. Métaphysiquement, il n'existe pas d'hypertension en tant que telle. Il existe des troubles de comportement. Les dysfonctionnements. Des troubles de comportement qui vont entraîner donc un dysfonctionnement de l'attention. Voilà. Mais d'accord, dans ce cas, vous soignez quoi? Tout le corps non, dans on ne soigne rien, on parle à quelqu'un. Si par exemple, dans le cas de la dame dont je parlais tout à l'heure, oui. Donnais l'exemple tout à l'heure, se retrouvait qu'on l'amène plutôt chez un pasteur ou un prêtre. Hein? Ce serait mieux encore. Donc, je ne suis pas contre ci ou ça. J'essaie de voir, parce que chez le prêtre, en lui parlant et tout, hein, oui. Ce ne serait pas comme on lui aurait introduit un produit dans le corps qui allait peut-être provoquer un arrêt cardiaque. Voilà. Ok. Professeur, il n'est pas aisé de savoir qui le premier a inventé les bâtiments et les habits pour se garantir des injures de l'air. De même, on ne saurait montrer les premières traces de la médecine, d'autant que cet art, ainsi que certains autres, a toujours été en usage. Comment dire aujourd'hui que Hippocrate est le père de la médecine? Non, Hippocrate est le père de la médecine occidentale. Les Occidentaux ont étudié en Égypte. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui part sur la base de ce qu'ils ont étudié en Égypte. C'est comme actuellement, beaucoup d'Africains étudient à Paris, oui. À Borne, à Moscou, et c'est pas moi, aux États-Unis. Alors, à l'époque, le centre de la connaissance du monde était en Égypte. La médecine occidentale est donc partie sur la base de ce que l'Égypte a fait pour Hippocrate, qui d'ailleurs n'était pas reçu à l'école du savoir en tant que tel, comme dans le cas de Pythagore, qui est le père de la mathématique et tout, mais qui était reçu par Imhotep, hein, dans un cadre fermé, et qui, je dis tout à l'heure, avec ses dons, sa prédisposition naturelle, révolutionne la médecine au niveau de la Grèce. Donc, les Occidentaux, à l'époque, la Grèce était un pays développé, comme aujourd'hui, la France est peu à côté de la Grèce, c'est passé pour un pays développé. Bon, de même, la Grèce, à cette époque, était un pays développé, donc tous les savants partaient de là. Résultat, Hippocrate était donc écouté comme un maître. Voilà. Socrate aussi, et Pythagore, tous ces gens qui ont étudié en Égypte étaient écoutés comme des maîtres à l'époque. Nous avons ce message de Diane. Professeur, je rêve d'une collaboration entre vous et les médecins. Que pouvez-vous dire à cette téléspectatrice? Oui, mais j'ai dit que la médecine officielle est la meilleure en matière d'urgence. Il faut qu'elle aussi reconnaisse qu'elle n'est pas bonne pour la prévention et pour des maladies en gestation.
Parce que si vous avez des troubles digestifs, bon, au lieu qu'on comprenne que peut-être que vous avez eu à manger des choses qui ont provoqué une interférence, on vous prescrit le Malox, qui a l'aluminium, le dioxyde d'aluminium, et que l'aluminium est très très dangereux pour la santé. Oui. Alors, ça veut dire que le médecin vous met en risque, lui ne sachant pas, du moins ne tenant pas compte du composant du produit, et qu'il n'a que ça pour pouvoir t'aider. Donc, il faut que les médecins commencent eux-mêmes à lire les notices et à chercher à comprendre les composants des médicaments, hein, pour savoir qu'en prescrivant tel médicament à telle personne, on a tout relevé de ce qui peut être de son hypersensibilité vis-à-vis de la molécule, c'est-à-dire de la substance active principale et des composants de l'excipience. Hein. À partir de là, la médecine va changer de fonctionnement. Elle sera moins toxique par rapport à celle d'aujourd'hui. Voilà. Comment chasser un esprit de mort? Il faut d'abord faire la voyance pour savoir l'impact vibratoire de cet esprit et voir par la suite qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour pouvoir travailler contre sa présence. Ok. On m'a injecté l'artéméter à la fesse gauche en février 2022. Depuis ce moment, je sens mal au niveau et mon pied gauche pèse énormément. Mon genou enfle légèrement. Que faire? Merci de votre réaction. C'est Simplice depuis Douala. La personne va appeler hors antenne. Voilà. Parce qu'il faut savoir d'autres antécédents qui accompagnent sa vie, parce que peut-être que cette injection a été donnée à d'autres personnes, mais ça n'a pas été la même réaction avec ces personnes-là. Nous avons ce message de James depuis Balmayo. Docteur, je vous ai très bien écouté. S'il vous plaît, dites-moi comment éviter une telle maladie comme des hémorroïdes ou encore comment soigner lorsque ça devient chronique, cette hémorroïde. Bon, alors, je crois que la personne va appeler en antenne. Pourquoi? Parce que les hémorroïdes ont plusieurs causes. Il faut d'abord savoir, parce qu'il y a des causes alimentaires, donc une constipation chronique, des causes médicamenteuses, des causes héréditaires, des causes congénitales. Il faut circonscrire l'environnement de l'organisme et de la personne pour savoir bien lui donner des conseils ou bien voir s'il faut absolument une intervention. Voilà. J'aimerais savoir comment diagnostiquer les troubles corporels. C'est Mbok depuis Douala. En apprenant, en allant à l'école. Oui, parce qu'il y a l'école, il y a une formation à chaque chose. Hein? Ce n'est pas l'église, parce que c'est à l'église que, au lendemain du baptême, hein, avec la Bible, vous devenez un homme spirituel. Donc vous connaissez déjà tout de Dieu. Mais professeur Herman Yaglipot, est-ce que c'est facile de soigner l'épilepsie ou pas? On a l'épilepsie en fonction du tempérament du malade. On a aussi l'épilepsie en fonction des sorts, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies héréditaires parce que ses parents longtemps avant avaient ces maladies et que c'était un sort jeté. Parce qu'il y avait à une époque, lorsque quelqu'un a son arbre fruitier et il refuse qu'on ne vole pas les fruits de cet arbre, que si on a besoin des mangues, qu'on attend que les mangues mûrissent. Il va cueillir les mangues et il va appeler le village, les gens vont venir se partager. On ne vendait pas. Mais certaines personnes se permettaient à venir jeter les cailloux, les morceaux de bois et tout, les mangues, et ce qui était mûr et ce qui n'était pas mûr tombait. Alors, on mettait donc une protection du genre que si quelqu'un se permet de mener une telle action, qu'il soit frappé par l'épilepsie, par exemple. Certaines maladies du genre étaient à l'époque
apostrophé dans ces pratiques-là. Alors, maintenant, si tes parents ont eu don si tes arrière-parents ou tes parents ont été facteurs de ce genre d'épilepsie, vous naissez sous les vibrations de ces pratiques, de ces sorts, il est convenable qu'on étudie le dossier de l'épilepsie que tu développes pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ok. Professeur, ici c'est Francis Dodja, Yaoundé. Tous mes projets que je dis à ma femme ne marchent pas. Pourquoi? Bon, il ne faut plus lui dire les projets, voir. Comme ça, si les choses commencent à marcher, bon, vous saurez bien si c'est elle qui est vraiment en cause. Moi, je pense que ça peut arriver si vous discutez avec votre femme de manière à ce qu'elle rejette les projets que vous avez. Là, ça crée un blocage psychologique même au niveau de l'homme que vous êtes. Mais je ne vois pas la sorcellerie chez une femme qui a accepté vivre avec un homme. Au contraire, sa sorcellerie ne peut qu'être positive. Voilà. Professeur, quand il y a certaines femmes, quand elles se fâchent, rien ne marche. Elle gâte tout. Elle gâte tout. Oui, mais il ne faut pas la fâcher. Des fois, elle ne le fait pas exprès, professeur. Ça arrive comme ça. Il y a des hommes qui le disent. Vraiment, quand je sors de chez moi le matin étant fâché, rien ne marche. Bon, alors, il faut donc tout faire pour que tu ne dises pas le projet à ta femme, pour que ces fâcheries n'affectent pas ses projets. D'accord. Voilà. Alors, juste rappeler à nos téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Nous avons ce message depuis des années. J'arrive pas à soigner ma faiblesse sexuelle. Que faire? Alors, si vous avez une faiblesse sexuelle depuis des années, ça nécessite une recherche. Je pense que toute chose qu'on ne comprend pas par soi-même, on doit aller vers une personne. Bon, ce ne serait pas évident que à la télé, à la radio, on vous donne une recette, alors que, je dis toujours, alors que tous les tenants et les aboutissants n'ont pas été relevés. Voilà. Merci pour cette émission pleine d'enseignements. Bon courage. C'est Adama depuis Meiganga dans la Damawa. Professeur, il aimerait vous rencontrer. Alors, y a-t-il des spécialistes de la médecine supérieure et suprême au Cameroun? Si oui, dans quel type de formation sanitaire les trouver? La médecine officielle n'est pas une médecine qui libère les esprits. Elle est une médecine où on te forme pour être dépendant. En fait, le système scolaire occidental, c'est un système scolaire que formation, papier, recherche d'emploi. Donc, c'est un système de subordination. Ce n'est pas un système qui permet à ce que tu sois capable de t'en sortir seul. Alors, maintenant, lorsque on veut une formation dans le domaine holistique, là, c'est le système oriental. Là, on est un peu en Asie. Là, on ne peut rien à former les gens un peu plus en profondeur. Au-delà de ça, la médecine supérieure, elle est initiatique. Donc, il faut une formation initiatique. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, une personne atteinte des maladies sexuellement transmissibles peut-elle procréer? Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas possible à 100%, mais il y a des gens qui ont des enfants malgré le fait d'avoir
une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Ok. Comment conserver mon étoile? J'ai consulté un voyant et il me dit qu'on me l'a volé. Alors, il faut revoir le voyant pour qu'il vous dise comment faire pour retrouver votre étoile. Ou alors, aller voir d'autres voyants. Et en règle générale, comme contre-diagnostic, vous pouvez vous retrouver soit en confirmation du diagnostic du premier voyant, soit en infirmation. Et si c'est que c'est confirmé, il faudra bien que vous trouviez un voyant qui vous indique où aller vous soigner. Voilà. Ou alors, si lui, il peut bien le faire, en toute honnêteté, vous vous confiez à lui. D'accord. Comment éviter de tomber dans les pièges occultes? C'est Gabi Dekounou qui nous envoie ce message. Alors moi, je ne sais pas, on est tous dans les pièges occultes tout le temps, hein, parce que la respiration, la pensée, la parole, les actes que nous posons, tout ça, c'est des pièges occultes. Maintenant, comment se dérober de ces pièges-là? Je pense que c'est déjà bon de savoir qu'il existe ces pièges. Je dirais à notre téléspectateur là, mes félicitations. Donc là, c'est le début donc de la réponse par la question. Bon, si on sait qu'il y a un danger, hein, à s'amuser avec le serpent, donc c'est qu'on a l'antidote. On ne va pas s'amuser avec le serpent pour mourir du venin. Voilà. Ok. Professeur Herman Neglipot, peut-on aimer sans argent? On peut aimer sans argent parce qu'il y a l'amour charnel et il y a l'amour spirituel. Lorsque on peut se retrouver en phase avec une personne dont les vibrations sont totalement en synchronisation, on se met totalement dans la logique d'être avec la personne et cette logique fait en sorte qu'on est tout le temps en train de se sentir mieux, quand bien même il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, je ne sais pas quoi, hein, il n'y a pas d'argent. Là, l'argent n'est pas très important et même la facilité de passer mieux sa vie sans argent se révèle sur d'autres pistes qui viennent en inspiration et sur le couple, comme pour dire comment mener notre vie malgré que nous n'avons pas les moyens. Voilà. On a ce message de Rihanna, patriarche, j'ai tout fait pour cet homme. Vraiment, je lui ai tout donné, mon amour, l'argent, l'attention et tout. Cependant, il m'a quitté pour une autre. J'ai très mal, vraiment très mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, la personne va appeler en antenne. Hein. Mais nous, on dit toujours, je crois que la personne, ce n'est pas la première fois de nous suivre, on dit toujours qu'il faut une étude de vie métaphysique d'affinité. Ça fait, on ne pleure jamais. Lorsqu'on a pris une décision d'être avec une personne, qu'au départ, on savait bien que ça ne va pas marcher, on ne pleure pas. D'accord. Ça, on a accepté ça, que ça ne devrait pas marcher, je le savais. Ou alors ça devrait... Non, quand ça devrait marcher, on ne peut pas faire des messages. Non, pour ça peut peut-être marcher au début, mais après, on a une main noire qui vient peut-être. Oui, bon là c'est un cas à part, c'est-à-dire l'étude d'affinité permet de savoir, peut-être peut ne pas permettre de savoir qu'il y aura une main noire qui va venir vous séparer, mais permet de savoir tout, pas tout, quasiment tout, voilà, quelque peu, beaucoup de choses sur votre vis-à-vis et vous-même. Et maintenant, il y a une synchronisation, il y a sur la base de votre caractère, de son caractère, qu'est-ce qui peut être antipathique ou bien. Et puis, lorsque la séparation peut arriver,
C'est là qu'on peut voir dans la voyance ce qui est de vrai. Bon. Mais si par exemple, vous êtes marié comme ça par hasard et puis vous partez voir un voyant qui vous dit que bon, c'est pas votre mari là-bas, les gens ont fait ci, ont fait ça. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être que lui aussi il dit la chose parce que vous êtes déjà séparés. Hein. Bon. Cependant, quand on fait une étude d'affinité, on n'a pas de doute sur l'autre. Parce qu'on sait déjà que soit c'est un coup de foudre, soit c'est un amour vrai, oui. Soit c'est juste une relation qui est... On veut savoir si cette personne est sérieuse oui, ou pas. Non, il n'y a pas de personne qui ne soit sérieuse ou qui ne le soit pas en amour. C'est la tolérance qui est nécessaire. Parce que vous pouvez avoir une personne, elle fait n'importe quoi, parce que l'affinité est bonne, vous tolérez. Oui. Mais vous avez une autre personne qui essaie de faire seulement n'importe quoi comme ça, du moins parler même de certaines choses. Vous vous séparez de cette personne alors que c'était juste une approche, ça n'avait rien à voir avec l'envie de faire ces choses-là. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut également savoir si la personne qu'on va épouser est une sorcière ou pas? En étude d'affinité, qu'elle soit sorcière ou pas, c'est ta personne. Mais professeur... Oui, bon, parce que l'étude d'affinité, c'est quoi? C'est de quantifier tout ce qui est de bonne vibration à l'avantage de votre relation et de mauvaise vibration. Et maintenant, voir comment on va gérer. Quand l'affinité est bonne, je dis la tolérance est là. Quand l'affinité n'est pas bonne, il n'y a pas de tolérance. D'accord. Il y a tolérance zéro, même quand la personne est bonne. Comment? Dès qu'elle fait une petite erreur, on profite pour la quitter. Okay. Professeur, en Afrique, on ne vendait pas le médicament. Lorsqu'une personne était malade, on lui indiquait le médicament sans contrepartie. Aujourd'hui, la peur de la maladie tue plus que la maladie elle-même, faute de moyens financiers. Est-ce qu'on peut refuser d'être malade ou de prendre les médicaments? On ne vendait pas les médicaments en Afrique. D'abord, il y en avait même. Entre parenthèses, ce n'est pas les médicaments, les remèdes. Il y avait les plantes, il y avait tout. Maintenant, on a chassé les plantes, on a coupé d'autres arbres pour faire des villes. Hein? Il n'y a plus assez de produits naturels à disposition. Alors, ce qui veut dire que si je me décide de soigner quelqu'un avec une plante et qui n'est pas sur mon terrain, et qu'il faille que j'aille chercher ça sur le terrain d'un voisin, je dois lui demander la permission. Et si je ne lui explique pas pourquoi je veux quelques écorces, surtout lorsqu'il faut enlever les écorces, parce que si c'est que c'est le feuille, il ne saura pas. Mais si c'est les écorces, il devra savoir pourquoi. Et dès qu'il sait pourquoi, lui, il va venir enlever tous ces écorces et aller vendre. Ou alors commencer à te les vendre. Bon. Alors, à partir de là, soigner naturellement est devenu un peu compliqué. De un. De deux, les thérapeutes d'avant ne louaient pas les maisons. Ils n'étaient pas dans un environnement d'électricité, de besoins secondaires, avoir la télé, avoir des enfants qui regardent la télé, qui brûlent le courant électrique et tout, qui fait en sorte que les factures, ou bien alors l'environnement professionnel même déjà, nécessite une facturation de lumière, du personnel. On ne payait pas le personnel. Hein. Les gens travaillaient gratuitement chez les thérapeutes. Hein. Ils travaillent gratuitement parce que quand eux-mêmes sont malades, ils apprennent d'ailleurs le travail, parce que lorsque tu as passé un bon bout de temps, la personne te libère, tu pars aussi te débrouiller à avoir ton environnement. On ne payait pas, mais il y avait quand même le troc. Il y avait en contrepartie de l'huile et deux fois les animaux, les bêtes, le mouton, la chèvre et tout. Qu'on tuait, on mangeait ensemble. C'est-à-dire le thérapeute te donnait à manger
lorsque tu es hospitalisé chez lui, et cette nourriture venait aussi de ce que toi-même tu es venu lui donner comme quelque chose en compensation, en contrepartie de ce qu'il fait pour toi. Bon, donc, c'était pas si gratuit quand même. Voilà. Ok, j'apprécie bien l'émission et c'est très édifiant. S'il vous plaît, à quand la prochaine veille spirituelle? On va communiquer ça la semaine prochaine. Ok. Voilà. Et qui peut faire le test d'affinité? C'est Papyrus depuis l'Orpom qui nous envoie ce message. Nous faisons le test d'affinité. On ne va pas se cacher derrière les mots. Hein? Voilà. Ok, professeur, comment on fait pour guérir de la maladie du Crohn qui n'a pas de médicament, dont on dit maladie orpheline? C'est Ousmane qui De nous toute envoie ce façon, il n'y a message. pas de maladie incurable, mais il y a des malades qu'on ne peut pas guérir. Voilà, parce que moi, je l'ai tout dit de mes 46 ans de recherche et de pratique. Toutes sortes de maladies, à mon avis, à ma constatation, est curable. Mais tous les malades ne sont pas censés guérir de leur maladie. Parce qu'il y a le côté karmique, il y a le tempérament du malade, il y a des facteurs qui font en sorte que même des consignes qu'on peut donner à un malade. On peut dire à un malade, bon, écoute, moi je te donne aucun produit, mais va faire ceci. Il ne va pas faire. Il commence à faire, après il abandonne. Parce qu'il veut le résultat tout de suite. Voilà. Je voudrais savoir pourquoi je peux autant attirer du monde et en même temps être rejeté par ceux qui m'aiment sans avoir de problème avec ces derniers. C'est Lys qui nous envoie ce message. Non, ça arrive. Dans la vie, par rapport à son karma, il y en a qui achètent l'amitié. Tu achètes la famille, tu achètes des amis. Même le personnel, tu les payes, ils ne travaillent pas. Et tu n'arrives pas à les licencier parce que sinon, ton service sera vidé. Okay. Patriarche, j'ai 49 ans aujourd'hui et je vous assure, depuis tout petit, je travaille, mais je n'arrive pas à économiser. Que faire? Bon, alors là, il faudra bien étudier, faire une étude de vie métaphysique. Cette fois-là, pas sur la base de déboucher sur l'affinité, hein. Mais une étude métaphysique permet de savoir qui êtes-vous et puis aller jusqu'à dégager votre tempérament, jusqu'à aller vers votre orientation dans la vie. Et puis, par rapport au genre de travail et par rapport à ses dons, à sa vocation et tout, on peut arriver à certains résultats qu'on n'a pas pu y être en faisant certains métiers. Voilà. Nous avons ce message d'Aristide de Berthois. Quelle est la première action à faire lorsqu'une personne est en train d'avaler sa langue? On ne sait pas, là on dit souvent qu'il faut mettre la cuillère dans la bouche de la personne et tout. Bon, les urgences, je vais dire, ça regarde du corps médical et de certaines personnes qui ont été formées pour ça. Je ne veux pas donner des recettes sur des choses que je maîtrise peu. Ok. Voilà. Professeur, à quel moment on penche la tête de l'enfant dans le WC? Lorsqu'il convulse. Bon, mais certaines personnes, le corps médical officiel trouve que c'est des conneries. Oui, mais on parle à un patriarche, professeur. Oui, ben, je dis, lorsque l'enfant convulse, bon, on peut utiliser plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle-là, parce qu'on pense que le WC dégage, bon, il y a WC, pas le WC moderne. Parce que le WC moderne, les cacas partent directement. Dès qu'on finit, on met la pression de l'eau, allez, ça part. C'est pas un WC là-bas. C'est le WC où il y a un trou, où des vibrations partent de ce trou lorsqu'on ouvre. Voilà. Ça veut dire que le WC traditionnel peut nous sauver la vie. Oui, ça a sauvé les vies. Pas ça peut, ça a sauvé les vies. Patriarche, ma mère est diabétique. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à stabiliser son diabète. Aidez-nous, s'il vous plaît. La personne va appeler hors antenne et on va voir qu'est-ce qui ne va pas, si la maman a subi
un traitement adéquat qui fonctionne avec son pancréas. Parce que si vous faites un traitement sur la base de l'hyperglycémie, comme si le diabète était une maladie du sang, ça ne guérira jamais. Parce que ce n'est pas une maladie du sang, c'est une maladie du dysfonctionnement du pancréas. Il faut rééquilibrer les fonctions du pancréas sur le plan hormonal et enzymique. Il faut que le glucagon, qui augmente le taux du sucre dans le sang, à travers le foie, soit pris en compte au même titre que l'insuline, et voir maintenant l'autre hormone qu'on appelle la somatostatine, comment le pancréas agit avec ces trois hormones-là. Bon, donc c'est un travail de recherche. Voilà. Ok. Comment vous rencontrez, professeur? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vous rencontrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils appellent à ces numéros hors antenne dès 9h demain. Ok. Et comme ça, je leur transmets mon adresse, ma situation. Mais sinon, nous sommes à Douala. D'accord. J'ai des problèmes de rejet par la société, entourage. Comment faire pour résoudre ce problème? C'est Nadège depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Il faut essayer d'étudier une étude de vie métaphysique peut vous amener à savoir pourquoi vous êtes souvent marginalisé. Oui. Et comme ça, essayer de corriger le pourquoi là. Voilà. D'accord. Professeur Emmanuel Liporte, à quel moment on peut se laver avec de l'eau citronnée? À tout moment, mais l'eau citronnée, le citron a un côté occulte. C'est que c'est un fruit protecteur. Parce que de tous les agrumes, c'est-à-dire les fruits jetés, il y a la mandarine, il y a l'orange, il y a le citron, il y a le pamplemousse. Le citron a un facteur occulté plus puissant que les autres. Voilà. Ok. Professeur. Que la mandarine, l'orange et tout. Voilà. Je ne parlais pas en huile essentielle, hein, je parlais du côté occulte du citron. Parce que le citron, on peut l'utiliser pour protéger son bureau, on peut l'utiliser pour se protéger dans sa maison, sa chambre à coucher et tout. On peut utiliser le citron pour plein de choses, et tout comme on peut l'utiliser pour busquer son système immunitaire, parce que ça tonifie les globules blancs. Voilà. Ok, bonsoir professeur Hermaniek. L'automédication n'est-elle pas aussi une des causes de l'hypertension? L'hypertension peut-elle être soignée aussi efficacement par les médecins traditionnels? C'est Maya Philippe depuis Moura. Mais j'ai dit que l'hypertension ne peut être soignée que par la médecine naturelle. Parce qu'en médecine naturelle, on va comprendre que ça, c'est une fâcherie. Ça, c'est un désespoir. Bon, on ne va pas se précipiter sur la mise en place d'un dispositif basé sur le fait de baisser la tension. Non. Donc, on peut ne rien donner, hein, tout comme on peut donner une petite prise, quelqu'un va éternuer, sa tension va baisser, sans toutefois que la personne ait à recevoir un comprimé ou bien quoi, c'est pas moi. J'ai un problème, quand je dors, les personnes me poursuivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites des cauchemars, c'est tout. Bon, maintenant, il va falloir voir ce que c'en est. Mais, professeur, vous parlez tellement, c'est-à-dire, c'est aussi facile que ça. C'est un cauchemar. Des fois, on se réveille en sueur. Mais les cauchemars, c'est des rêves qui font peur. Oui, mais sur voilà, le plan... donc si c'est que ce n'est pas des cauchemars, ça veut dire qu'il n'a pas peur et tout. Bon, il n'en parlerait pas. Bon, ou il en parle comme pour en parler seulement, mais ça ne l'embête pas. D'accord. Et qu'est-ce que la personne peut faire? Quand c'est récurrent, qu'est-ce qu'on peut faire pour non, moi, je dis et je répète que les rêves, ce n'est pas facile pour moi.
Non, la personne ne parle pas de rêve. La personne dit quand je dors, les personnes me poursuivent. Dans les rêves. Oui. Mais tu ne peux pas être couché au lieu, on te poursuit. Tu vas courir comment? Il faut que tu rêves qu'on te poursuit. Et là, à partir de là, tu es embarrassé parce qu'il faut courir. Oui, tout comme quand j'étais petit, nous, je me souviens, je rêvais régulièrement la police qui me suit. Bon, en fonction de comment je suis couché, si je me recoqueville, on m'attrape. Mais si mes pieds sont bien allongés, les policiers vont me suivre jusqu'à se fatiguer. Bon, ce sont mes remarques. Oui. Alors, et puis, c'était des situations, parce que nous, quand on était tout petit, les histoires de la guerre qu'il y a eu au Cameroun, la guerre de l'indépendance et tout, nous, on a vécu ça. Donc, on avait la psychose de la police. Lorsque tu es en ville, tu vois un policier, tu traverses de l'autre côté de la route, parce que tout peut t'arriver, parce que d'abord, même déjà, il y avait des gens un peu dans les milieux là, qui matraquaient les gens, parce que tu l'as regardé, où on l'a appelé Béré Kaki, il dit que c'est toi qui l'as appelé comme ça, allez, il te frappe. Bon, donc on les évitait. Et comme ça, peut-être le soir, si tu as été menacé par un policier dans la nuit, tu peux rêver la police. Ou tu peux rêver être poursuivi par un policier. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font en sorte que moi, je ne m'occupe pas de l'interprétation des rêves comme un métier. Mais professeur, des fois, ça peut être de la sorcellerie. Bien sûr, c'est ce que je dis, donc il faut étudier toujours les rêves. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ok. Voilà. Professeur, ma femme se plaint de la taille de mon sexe. Comment je peux faire pour l'augmenter naturellement, s'il vous plaît? Bon, alors il ne faut pas chercher à l'augmenter naturellement, de peur de provoquer une situation que vous perdez même votre libido. Sauf si vous tombez sur une bonne personne qui a des produits naturels, je ne sais pas quoi. Mais je sais que c'est l'utilisation du sexe qui vaut la peine. Ce n'est pas la taille du sexe forcément. Il faut savoir utiliser son sexe. Voilà. Alors, est-ce qu'une femme épileptique peut faire des enfants normaux? Oui. Oui. Ok. On peut dire oui ou non, mais oui. On a ce message de Rachard depuis PK10. Mon problème est que ma femme m'a quitté pour un autre homme. Du coup, j'imagine que cette personne doit être hyper tendue, professeur. Ouais. Bon, mais c'était pas sa femme. C'était une personne avec qui il cohabitait. Si c'était sa femme, la voyance va le lui dire. Et si c'est que cette personne a envoûté sa femme, il va récupérer sa femme. Voilà. Des fois, ça peut même, des fois, ça peut être votre femme, et parce que vous n'avez pas respecté parfois même la coutume, ou alors les dernières volontés de vos parents, vous avez beaucoup de choses qui vous arrivent. Si, bon, ça peut être de l'autre côté comme ça peut être du côté de la femme. Mais maintenant, s'il faut partir sur cette logique, celui qui prend la femme, sa femme comme ça, là, lui, il a respecté quelle coutume? Il a respecté quelle coutume de ses parents? C'est ça le problème. D'accord. Professeur Herman Yeglipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, on a promis de parler de l'occulté des maladies et puis ce soir, on a essayé de mettre l'hypertension en ça. Je ne sais pas si vous avez apprécié ou vous n'avez pas apprécié, mais notre devoir, c'est d'essayer d'amener à ce que les gens quittent la peur, parce qu'on constate que tout tourne autour de la peur, que ce soit en médecine, que ce soit dans les églises et tout. Tout ce qui est venu d'ailleurs en Afrique est entretenu par la peur. Voilà, on a peur de mourir de maladies, même les maladies qui ne tuent pas, on fait peur avec. On a même peur des bactéries. On a vu que les bactéries, tout le monde comprend aujourd'hui que les prokaryotes sont des bactéries, donc c'est des cellules tout simplement. On a créé les virus. Donc toutes ces peurs-là, on a intérêt à étudier nous-mêmes comment cesser de douter de nous
et comment avoir confiance en soi. Voilà. Merci, professeur Herman Yeglipote. Merci à vous à la maison. Merci à la technique. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23 h. D'ici là, portez-vous bien.